Bonjour Diane. Merci pour les réponses que vous allez nous donner maintenant. Donc je me présente, moi je suis Roselyne Doré, je suis l'illustratrice du livre Pas d'étiquette s'il vous plaît, réalisé avec Valérie Guénec. Et je vais vous proposer de vous présenter aussi brièvement de votre côté. Moi, je suis Diane Drory, je suis psychologue et psychanalyste. Et ben voilà, je vois beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes. Et donc, j'ai le plaisir de voir beaucoup de visages D'accord, et de comportements. d'accord. Est-ce que vous avez des enfants vous-même aussi? J'ai des enfants moi-même. D'accord. Alors, je vais commencer par vous demander comment est-ce que vous définiriez une étiquette? Ben, une étiquette, je dirais, ben, c'est comme un adjectif, hein, Oui. parce que vous venez de vous décrire comme, voilà, je suis une illustratrice. Mm. Moi, je veux bien, mais une illustratrice, ça ne me dit encore rien de vous. Mm. Euh, Maintenant, c'est effectivement en voyant votre livre que je me dis, tiens, c'est une illustratrice qui aime les couleurs, Mm. qui aime les choses sensibles. Bon, est-ce que je vous colle une étiquette en disant ça? Est-ce que c'est négatif? C'est la grande question. Si Mm. on veut quand même définir quelqu'un, il faut pouvoir mettre des adjectifs après les substantifs. Mm. Parce que bon, vous auriez aussi pu dire je suis une femme. Ouais, d'accord. Bah moi je dirais que vous êtes une femme jolie. Mm. Voilà. Alors, est-ce que c'est une étiquette que je vous colle de dire que vous êtes jolie? On peut dire oui, mais pour moi, ce qui fait la différence, c'est la bienveillance ou la malveillance, Mm. ou l'humiliation, ou le rejet, ou donc de faire avec les étiquettes, de faire des blessures. Alors ça, effectivement, je pense qu'on doit être extrêmement attentif. Et comment se passe, entre guillemets, la transition de l'adjectif à la blessure pour qu'un mot soit à la base juste un adjectif et en devienne une blessure? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes une illustratrice sans goût, et je vous ai vu là, sur l'écran, vous êtes vraiment moche. C'est pas très sympa, quoi. Mm. Alors, il y a des choses, voilà, que tout doucement on doit pouvoir apprendre aux enfants, qu'on peut tout penser, mais qu'on peut pas tout dire, Mm. hein. On peut penser que la vieille dame là qu'on croise dans la rue, elle est vraiment grosse, Mm. hein. Alors les petits, qu'est-ce qu'ils disent? Oh maman, t'as vu la grosse madame? Euh, bon ben tout doucement, on leur apprend en disant écoute voilà, c'est vrai, euh, ce que tu penses, voilà, c'est effectivement, mais il faut pas blesser cette dame. Euh, c'est c'est pas c'est pas gentil, ça lui fait bobo à son cœur. Je pense que la question des étiquettes, c'est aussi la question comment on les gère et l'important c'est la bienveillance Mm. parce que neurologiquement une étiquette négative renvoie immédiatement du cortisol au cerveau, c'est l'hormone du stress, Mm. et la bienveillance crée de l'ocytocine, Mm. qui est la joie, le bien-être, qui fait des endorphines, etc. Et donc qui renvoie aux neurones des inputs positifs qui favorisent. Alors, effectivement, les étiquettes, c'est des mots, hein. C'est des mots qui peuvent être, et on ne dit pas n'importe quoi, c'est des mots qui peuvent être dangereux, Mm. c'est des mots qui peuvent euh,
cataloguer quelqu'un. Enfin, moi, j'ai très très peur pour ça dans les écoles, par exemple. Les étiquettes d'un enfant quand ça passe d'une année à l'autre. L'instit qui dit à celle de l'année suivante, oh, tu sais, celui-là, il écoute jamais. Évidemment, l'instit suivante va déjà, avant même d'avoir vu le gosse, dire, ah oui, ça c'est un qui écoute jamais. Donc, on donne pas une chance à quelqu'un de rentrer dans un autre rôle. Ça, pour moi, c'est ça le danger des étiquettes. On pousse les gens à rentrer dans un rôle. Et puis, vous avez aussi parlé de la bienveillance. Je ne sais plus quel autre mot vous avez dit pour dire le contraire. Vous n'avez pas dit la malveillance, mais je vais utiliser ce terme-là. Et donc, vous liez clairement le mot à l'émotion. Est-ce que c'est un des facteurs importants pour qu'une étiquette marque quelqu'un, que le mot soit véhiculé avec une émotion? Ah oui, il faut se dire que, évidemment, quand nous communiquons avec quelqu'un, le mot a de l'importance, mais on ne se rend pas compte comme tout le fond de la communication est dans le body language, dans nos yeux, dans la façon dont est notre visage, dans l'intonation. Hein. Si je vous dis, ah, c'est joli, hein, vous allez dire, celle-là, elle se fout de moi, quoi. En fait, elle veut dire que je suis laide. Ou je dis froidement, vous êtes jolie. Oh, ça va pas vous aller dans les tripes, ça va pas vous faire une émotion bouleversante. Vous allez dire, celle-là, bon, il lui manque une case. De toute façon, ce que j'aurais dit serait sans valeur. Et j'ai employé le mot où je pourrais dire, vous êtes laide. Sans intonation, sans bouger mon visage, ça n'aurait pas beaucoup d'impact sur vous. Mais ce qui est le problème, c'est quid de la personne qui envoie l'étiquette, qui dit à l'enfant, ah, mais t'es trop maladroit. Ça va droit aux tripes. On voit le visage de l'autre qui, entre guillemets, lance un regard de rejet ou de dépréciation ou que sais-je. Et ça, bon, bah, ça nous arrive tous, hein, il faut pas, hein, nous sommes des humains. Mais si on répète et qu'on répète, et chaque fois que cette pauvre personne se prend les pieds dans le tapis, chaque fois on lui dit, mais t'es vraiment nul, quoi. C'est pas croyable. T'es vraiment, mais t'es incapable de mettre tes pieds l'un devant l'autre, ou quoi. Évidemment, plus on le dit, plus la personne se prend les pieds dans le tapis. Ça, effectivement, c'est des étiquettes qui font des dégâts. Mais parce qu'elles sont aussi prononcées par un corps, par une voix humaine, par une personne, quelqu'un dans la rue qui vous croise et qui vous dit que vous êtes moche, vous tournez le dos, vous en foutez. Si c'est votre compagnon qui vous dit que vous êtes moche, vous serez un petit peu blessé. Et donc, vous avez parlé du phénomène de répétition. Vous avez parlé aussi de la personne qui le dit, le lien qu'on a à la personne. Et vous avez parlé de mots qui enferment dans un rôle ou pas. Les enfants, évidemment, sont très perméables à tout ce qu'on leur dit et surtout aux personnes qui leur disent des choses. Comment est-ce qu'on peut justement cerner si l'enfant est en train de s'enfermer dans un rôle, comment l'aider à s'en sortir? Comment est-ce que vous gérez cette relation des étiquettes qui sont posées sur les enfants? Je pense que ça, en observant un enfant, on peut voir que, voilà, je dirais, il y a des toutes petites choses, hein. Un enfant qui est maladroit, pour reprendre le même exemple, la maladresse, c'est, voilà, j'ai renversé mon verre d'eau. Je me sens coupable, j'ai mouillé la table. Alors, soit c'est toujours la même chose avec toi, tu es incapable de faire attention, c'est
toujours tu renverses l'eau et je me lève et je vais prendre un torchon, hein, moi la maman ou la personne, et je ramasse l'eau et je laisse là l'enfant dans cette espèce de désarroi de l'étiquette qui lui remplit toute la tête. Je suis un maladroit. Et puis je contemple l'autre qui ramasse l'eau, mon verre renversé, je suis là mais humiliée. Tandis que si, bon, je renverse mon verre et qu'on me dit, ah, ça alors pas de chance. T'as pas fait exprès, mais tu veux bien aller chercher le torchon, parce que voilà, hein, comme ça tu nettoies la table et puis voilà. Ben là, on déculpabilise, puisqu'on permet à l'enfant de réparer, entre guillemets, sa faute. Il est déculpabilisé, et étant déculpabilisé, puisqu'il peut réparer, il nettoie la table, il remet son verre droit, et on lui dit, ben, n'oublie pas de te servir encore d'un verre d'eau, ben, on l'aide à quitter son étiquette dans laquelle il est peut-être enfermé, à force d'avoir entendu qu'il était maladroit. Ouais, c'est ça la bienveillance, hein. C'est ça. C'est essayer d'être positif et de pas laisser celui qui a une étiquette négative juste, je dirais, planté devant son étiquette à la contempler, meurtri, blessé, humilié. Vous avez parlé d'un phénomène qui me semble important, c'est le fait, on a parlé d'émotion tout à l'heure, c'est le fait de rester enfermé dans l'émotion, c'est-à-dire que l'enfant à qui sur qui on appuie le fait qu'il a renversé son verre d'eau, qu'il est vraiment maladroit, il est coincé dans le mot et dans l'émotion de culpabilité, tandis que si on le met en mouvement, ça le propulse dans une capacité à sortir du rôle dans lequel il s'assigne. Tout à fait, tout à fait. Donc à la limite, ça, une autre émotion, un autre sentiment prend le dessus. C'est un sentiment de, entre guillemets, de confiance en soi, puisque je peux réparer ma faute. C'est que c'est pas une maladresse aussi dramatique. Donc en fait, je peux aussi être adroit, puisque je peux ramasser l'eau sans éventuellement renverser tous les autres verres de la table. Mais un qui va vraiment pas bien, qui a vraiment cette étiquette, c'est vrai que c'est pas facile. Il a besoin d'être maladroit puisqu'on l'a reconnu comme tel. Et donc, c'est vrai que là, il faut que l'entourage prenne conscience qu'on est en train de faire entrer quelqu'un dans un rôle qu'on entendra, il aura 50 ans et il renversera son verre d'eau et on l'entendra dire, ah oui, mais moi, de toute façon, moi, je suis un maladroit, quoi. Moi, je suis incapable de faire, d'enfiler une aiguille, de faire quelque chose de bien. Je suis maladroit. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être dommage que son moi soit je suis maladroit. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez parlé du besoin de reconnaissance, qu'un enfant a besoin de rester maladroit parce qu'il a besoin d'être reconnu comme tel. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu? Écoutez, le besoin de reconnaissance, nous n'y échappons pas. Aucun être humain, parce que nous existons à travers le regard de l'autre. C'est bien pour ça que les bébés, c'est tellement important de les regarder, de leur parler quand ils sont tout petits, parce qu'ils découvrent qu'ils existent, parce que quelqu'un leur parle, parce que quelqu'un les regarde, parce que quelqu'un les touche. Bon, ok. C'est quoi? Ça veut dire que c'est de la reconnaissance. Je reconnais qu'en face de moi, j'ai Pierre-Paul ou Jacques. Donc, ce besoin de reconnaissance est inné. Et si la reconnaissance que nous recevons, je pense, par exemple, quelqu'un qui a été beaucoup battu dans son enfance par un adulte, eh bien, il va avoir tendance à aimer se mettre en couple avec quelqu'un qui lui tape dessus, parce que c'est pour elle ou lui, c'est ça la reconnaissance. Exister en face de l'autre, c'est quand il tape dessus. Alors je me sens
exister. Et donc, cette reconnaissance, on n'y échappe pas, et je pense que c'est important pour des parents, pour des adultes, de se rendre compte que le danger des étiquettes, ce serait de reconnaître l'enfant comme d'emblée un lent. Et ça, maintenant, beaucoup de parents en ont conscience. On ne dit pas à un enfant, tu es maladroit, on dit, ton geste est maladroit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui commence à rentrer doucement dans les esprits. C'est quand même tout à fait autre chose. Ton geste a été maladroit, mais ça ne veut pas dire que tu es maladroit. Et ça, c'est, je pense, un clou sur lequel, effectivement, il faut beaucoup taper, dissocier l'acte de l'être. Et par rapport aux adultes, justement, vous avez parlé des gens qui ont été battus et qui recherchent ça dans leur couple ou dans leur relation. Comment est-ce que, parce que là, on est avec des questions d'être aimé et d'être reconnu en tant qu'être, voilà, c'est une structure de l'amour qui s'est faite. Comment est-ce que vous aidez des personnes qui à sortir justement de ces rôles déstructurants? C'est-à-dire que ça, c'est alors un travail plus thérapeutique avec ces personnes pour les aider à tout doucement, elles, à prendre conscience de, tiens, pourquoi est-ce qu'elles choisissent des hommes comme ceux-là, quelle référence ça leur fait, et puis petit à petit, ces personnes, si on fait un travail, prennent conscience que, ah ben tiens, au fond, mais c'est vrai, j'ai toujours mon père, j'aimais mon père, mais il ne me regardait qu'en me tapant. Et puis on essaye de leur trouver quelle personne les aurait regardés autrement qu'en les tapant. Et ça peut être un professeur, ça peut être et on peut leur dire, ben regardez, votre professeur de troisième trimestre, de troisième primaire, il vous mettait au premier rang parce qu'il trouvait que vous étiez quelqu'un de tellement souriant, vous m'avez dit. Ah ben vous voyez, vous pouvez être aimé autrement qu'en étant tapé. Et voilà. Mais c'est un chemin, quoi. Ça, évidemment, c'est un chemin que la personne doit avoir envie de faire, oui ou non. Et si elle le fait pas, et que l'étiquette est bien forte, elle ira d'une personne qui la bat à une autre personne qui la bat, en se jurant qu'elle ne choisira plus jamais quelqu'un qui la bat. Oui. On parle jusqu'ici beaucoup des étiquettes qui enferment, mais des étiquettes négatives, c'est-à-dire des adjectifs négatifs qui enferment. Est-ce que des étiquettes positives, donc des adjectifs plutôt valorisants, peuvent être source d'enfermement aussi ou pas? Ou au contraire, d'être structurants dans la construction de l'être? Alors là, votre question est hyper pertinente en 2018, où l'on voit des mamans, des papas s'esclaffer face à un enfant qui fait quelque chose d'absolument normal et qui lui renvoie l'étiquette « Mais tu es extraordinaire, toi ! Mais toi, tu es d'une intelligence !» Alors que, tout simplement, il fait ce que fait tout enfant à cet âge-là. Et donc, il fait n'importe quelle minuscule petite ligne ou petit rond sur un papier et on dit « Oh, mais ce dessin est magnifique, mais tu es vraiment doué pour le dessin. » Alors là, écoutez, on est en train maintenant, de temps en temps, de coller au-dessus, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, on les leurre, et puis ils arrivent dans un endroit où ils voient que finalement, on leur a dit qu'ils étaient des super dessinateurs, et puis à l'école, ils se rendent compte que tout le monde sait dessiner une tortue, mais que eux, ça vraiment, ils ne savent pas du tout comment on fait, ils ne se rendent pas compte, là, par la représentation. Donc, je pense que dès qu'on est dans les étiquettes, faut faire attention de voir comme ça termine dans votre livre, je suis moi. C'est-à-dire que je peux être lent à certains moments, je peux être super rapide à d'autres.
un enfant qui est lent pour s'habiller, mais qui a tout à coup mis la table très vite. Bon, il l'a mis très vite parce qu'il pouvait regarder son petit film après. Il était motivé. Ça fait rien. Peut lui dire, ouais, mais toi, t'es rapide, hein, dis donc, t'as vu ça, à quelle allure t'as mis la table. Enfermer, c'est voir l'enfant à travers 3 étiquettes, quoi. Je crois qu'on n'échappe pas aux étiquettes, c'est-à-dire qu'on n'échappe pas aux adjectifs, parce que sinon, comment voulez-vous parler? Mais c'est très très varié, les adjectifs. Il y en a beaucoup dans le langage. Et donc, on ne doit pas nous enfermer, nous, dans une vision de l'autre. Et c'est très difficile, hein, quand on dit aux gens, écoutez, vous dites que votre compagne, elle ne pense qu'à vous blesser. Mais bon, peut-être qu'il y a vraiment d'autres moments où elle pense pas à vous blesser. Et essayez de voir que les gens puissent varier leur vision, leurs étiquettes, leur dire sur l'autre. Et justement, comment est-ce que parce que je pense que effectivement vous avez parlé du fait que ça a coupé. Vous m'entendez? Moi, je vous entends, mais j'ai coupé parce que je vous voyais plus. Ah d'accord, très bien. Donc ce que je voulais dire, c'est par rapport à voilà, les étiquettes construisent l'identité. Et en même temps, il ne faut pas s'enfermer dans des étiquettes. Parce que comment est-ce que vous aidez un enfant à se construire, c'est-à-dire en lui donnant des adjectifs, sans l'enfermer? Comment est-ce que, enfin, ma question n'est peut-être pas très claire, mais je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Oui? Mais oui, en ayant un œil, je dirais en ayant un œil ouvert, en sachant ne pas le voir qu'à travers un certain angle. Nous avons des grandes richesses, or on a tendance à voir celui-là comme, voilà, ça c'est l'intello, donc, il est de nouveau devant ses livres. Et on ne remarque pas le moment où, tiens, il est quand même pendant 10 minutes en train de jouer au Playmobil avec sa petite sœur. Non, il est l'intello. Vous savez, lui, c'est l'intellectuel. Il quitte pas ses bouquins. Et puis, moi, je le vois dans mon bureau commencer à jouer au foot avec la balle de mousse. Et je dis, il est un peu sportif aussi. Regardez, il aime taper dans un ballon. Ah oui? Ah oui? Ah oui, tiens. Et puis, le gosse qui dit souvent, mais oui, moi, j'aime le foot. Mais non. Mais oui, j'aime le foot. Je dis à monsieur, mais monsieur, faudrait de temps en temps jouer au foot avec lui. Ah bon, vous croyez, mais il est toujours dans ses livres. Et voilà. Hein, c'est le danger des étiquettes, c'est qu'on met quelqu'un dans une case, quoi. Et donc, ce serait l'ouvrir à d'autres cases. Voilà, c'est ça. C'est d'être ouvert, d'observer les gens à travers différents prismes. Et ce qui n'est pas facile, parce que déjà, nous, on a notre façon, hein, on a notre façon, notre vision. Et déjà, nous autres, on doit apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Et vous savez comme moi, comme les gens ont des certitudes. Hein, les certitudes, ça tue le monde, quoi. Hein. Tout à Tue fait. le monde. Tout à fait. Et si, pardon, je vous ai interrompu. Oui, non, allez-y. Et s'il y avait une chose que vous voudriez dire aux parents par rapport aux étiquettes, une chose d'important, principale à communiquer, ce serait quoi? Ce serait d'observer et de renvoyer à l'enfant la réalité de qui il est et pas ce qu'on voudrait qu'il soit ou ne voir que ce qui nous agace chez lui. C'est de se dire, c'est une personne à part entière et je dois regarder tous les angles dont il existe. Hein. Donc, quelquefois, on dit celui-là, ça c'est un agressif. Eh bien, l'agressif, quelquefois, il peut avoir des gestes tendres.
Et c'est important de le lui relever, qu'il peut avoir On ses pourrait gestes. dire, on pourrait dire qu'il travaille sur la recherche de l'autre. Oui, oui. D'accord. Le téléphone, oui. Oui, mais je pense que vous avez un rendez-vous, hein. Oui, oui. Mais Non, on ça va- veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui doivent encore me téléphoner ce soir, oui. D'accord. Mais de toute façon, on va en rester là. Je ne sais pas si vous avez encore envie de dire quelque chose. Non, rien de spécial. Je pense que voilà, vous avez posé les bonnes questions. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oui. Diane.